Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle preview sur la chaîne du Foot US de A à Z. Je vais couper tout de suite le jingle. Désolé, fausse manip. Et c'est une première de la saison et on va accueillir tout de suite, vous l'avez deviné, donc sur le générique, c'est la première de la saison. Autant accueillir directement une grosse équipe et une grande équipe peut-être dans le futur qui était historique déjà en NFL et qui est une grande équipe malgré tout. J'ai un peu fourché l'entrée, mais on y va. On accueille Pierre de Bills France. Comment tu vas, Pierre? Salut Jo, salut tout le monde, merci pour l'invite. Bon, comme d'habitude, c'est un plaisir de te recevoir. T'es le premier de la saison, Pierre, et tu seras le premier à être posté. Voilà, faudra notre nouveau format. On va essayer de faire vraiment plus dynamique que d'habitude et moins redondant que toutes les previews habituelles. Voilà, pour ceux qui écoutent pour la première fois. On y va, on enchaîne, et je fais tout de suite rentrer l'avocat du diable qui va sans doute essayer de contrer les arguments de Pierre pendant l'épisode. Et on accueille Elvin. Voilà, je suis entouré. Voilà, on est les fans de Kansas City pour entourer Pierre ce soir. Pierre, ça va aller? Et au final, c'est comme sur les matchs contre Casey, hein. Il y a le match 1 contre 1 et l'additionnel avec l'arbitre. Voilà. Allez, première Allez, flèche lancée. Exactement. Bah, faut bien le prendre. Moi, ça me va très bien comme ça. Exactement. Elvin, tu vas bien? Ouais, pleine forme, pleine forme. Moi, je suis chaud pour cette preview des Bills. Et puis, j'ai hâte d'écouter, d'entendre ce que vous voyez pour cette saison à venir on va pas le dire, on peut pas le dire autrement, de nos plus grands rivaux. Je pense c'est un peu maintenant la grande rivalité en tout cas d'AFC. Ouais. Donc ouais, moi ça me plaît, moi. Ok, très bien, très bien, très bien. Alors tout de suite, je présente. On va revenir sur la saison passée avec Pierre. Ensuite, on enchaînera Pierre donnera 3 arguments pourquoi il faut suivre les Bills cette année et pourquoi ils vont peut-être aller au Super Bowl. Je dis bien peut-être, Pierre. Ensuite, on enchaînera Pierre nous donnera 3 points stratégiques. Ensuite, on enchaînera sur 5 questions qu'Elvin va lui poser. Et du coup, on va voir Pierre s'il connaît bien sa franchise. Pierre enchaînera aussi. Derrière, il prendra le rôle de GM et en tant que fan, il nous donnera son pronostic pour la nouvelle saison et son futur MVP. Bon, on peut savoir déjà peut-être qui c'est malgré tout. Et ensuite, voilà, on fera un petit retour, nous aussi, notre petit prono on va dire, sur la saison des Bills. Un petit mot un petit mot de la rappel de la chaîne. Pierre, il fera sa pub et on aura conclu l'épisode. On y va, Elvin. Yes. Ça peut être ton Écoute, moment. Vas-y, Elvin. ouais, écoute, Raconte la saison dernière. ouais, voilà, petite présentation de la saison des Bills l'année dernière. Déjà, alors, je sais pas, Pierre, toi, comment tu te situes, mais pour moi, c'est quand même une saison plutôt réussie. Mais après, avec les attentes que vous avez, je pourrais comprendre que c'était Super Bowl ou rien. Juste en un mot, pour toi, c'était Non, réussi, moyen ou pas réussi? non, c'était très très réussi parce qu'au contraire, on avait très peu d'attentes au démarrage de la saison dernière avec un démarrage de mini reset, mini rebuild, on peut l'appeler comme on veut. Et au Ouais, final, on s'est retrouvé à être une des meilleures équipes de la ligue. je suis d'accord. Donc c'est ultra positif. Euh, un peu décevant sur la fin parce qu'on a fini par y croire. Parce que Voilà. en début de Bah saison, oui, tu nous on s'y est disais, pris, tu as quoi. une chance d'aller au Super Bowl sur la dernière action. Comment tout le monde aurait dit, ouais, vas-y, on signe tout de suite, quoi. Et Ouais, maintenant que c'est arrivé, on est là, il manque pas grand-chose, quoi. et Donc, ouais. globalement, si on est honnête, non, très positif. Ça Ok. finit mal, malheureusement, mais très positif. Ouais, alors rappelons du coup cette saison, donc un record de saison régulière à 13-4, donc largement champion de votre division, hein. Il y a eu des pronostiqueurs en off-season, comme tous les ans, qui ont tenté de mettre, alors il y a les Jets et Dolphins, ils y sont tous passés devant vous. Mais non, finalement, vous avez été large champion de la division Est. Vous sortez les Broncos en wild card. Il n'y a pas tellement eu match, hein, on va dire. Enfin, la Non, non, non. domination était là. Enfin, c'était clair. Le match qui était plus accroché, c'était en divisional contre les Ravens, qui se termine, on se souvient, sur ce fumble dans la end zone de Mark Andrews. Enfin, pas ce fumble, mais ce drop, on va dire, sur Yes. une conversion à 2 points qui leur permettait d'égaliser.
C'était un beau match celui-là, un peu plus accroché quand même. Ah bah c'est honnêtement, faut être, si on veut être honnête par rapport à ça, on ne gagne pas ce match, les Ravens le perdent. Comment là-dessus, que ce soit les turnovers, dont Lamar nous a gracieusement fait cadeau, que ce soit les problématiques, le fait de ne pas courir de toute la première mi-temps, les drops par rapport à ça. Comment nous on a fait un match propre, simple, efficace, mais c'est les Ravens le perdent plus qu'on ne le gagne. Comment on n'a pas fait de choses exceptionnel dans ce match. Rien qu'à voir les lignes de stats de fin de match, on a profité de toutes les erreurs des Ravens pour gagner ce match. Bah, dis-toi que nous, ça a été notre saison entière comme ça. Oui, Mais finalement, un mal pour un bien. Du coup, vous revenez remonter comme des coucous et puis vous entrez en finale de conférence AFC, une finale de conférence comme d'habitude quand c'est contre Kansas City, épique. Hein, enfin, moi, je trouve que à chaque fois, les matchs de playoffs Bills Chiefs, c'est toujours des matchs magnifiques. Bien sûr, plus magnifique pour nous quand la pièce tombe du bon côté, mais bon, voilà. Donc cette finale finalement, elle se perd un peu dans les derniers instants. Vous revenez en deuxième mi-temps après une première mi-temps un peu en deçà, et finalement, voilà, vous sortez en finale d'AFC sur un score de 32-29. Bon, on reviendra un petit peu sur, j'aurais peut-être des questions un peu sur qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on garde de cette finale, ou est-ce qu'on jette tout? Est-ce que l'impact psychologique va rester, ou est-ce qu'au final tu reviens encore plus rechargé? Ça fera peut-être partie des choses dont on pourra parler maintenant quand on regarde de l'avant. Toi, des choses à dire sur ce dernier match, cette sortie, ou bah voilà, bon bah c'est maintenant on avance et puis on va plus loin la prochaine fois. Bah clairement, de toute manière, comment on peut pas rester bloqué dans le passé, même si certains restent toujours passés avec leurs blagues à nous reparler toujours des 4 Super Bowls de suite perdus. Donc nous on ne souhaite pas rester dans le passé comme ça. Il y a des choses à apprendre là-dessus, mais c'est aussi beaucoup d'expérience. Comme on l'a dit, c'était une équipe qui était ultra jeune avec beaucoup de très jeunes joueurs qui ont beaucoup joué. En début de saison, il n'y avait personne à part Shakir qui avait déjà catch des ballons de Josh Allen. Donc il y avait pas mal de choses à recréer et qu'on va recontinuer de créer cet été. Et au final, comment ça se joue à quoi? Ça se joue à des touch-push qui ne sont pas passés alors que comme on était une des meilleures équipes de la saison par rapport à ça. On avait même un meilleur pourcentage que les Eagles sur le touch-push. Malgré ça, vous avez réussi à nous bloquer les Chiefs. Comment ça joue aussi à un catch donné à Worthy, je crois, très discutable. Comment est un dernier play comme ça, ou un très bon call de Spagnuolo qui, comme d'hab, est là au bon moment. Donc au final, c'est pas grand chose. L'écart qui existait qui a pu exister avant entre Bills et Chiefs, en tout cas sur les matchs de playoffs, parce que voilà, sur les saisons régulières, vous avez pris l'habitude de nous battre, mais l'écart qui existait, en tout cas, c'est vraiment resserré, et on le voit. Ça me fait une transition. On le voit par rapport aussi à au visage de votre franchise. Pour dire quelques mots sur les stats clés de votre saison. Les stats, elles commencent déjà avec un Josh Allen qui fait une saison de MVP et qui a donc logiquement gagné le MVP devant Lamar Jackson avec 3731 yards à la passe et 28 touchdowns pour seulement 6 interceptions. Et en plus de ça, on connaît l'animal, il rajoute 531 yards à la course et 12 touchdowns. Donc voilà, avec des stats comme ça, quand tu as un gars comme ça qui te mène ta franchise, forcément tu peux avoir des attentes élevées, quoi. Moi j'ai aussi noté quand même dans les stats de la saison, James Cook qui a le record de touchdown de votre saison avec 18. Donc on l'a quand même, il a quand même step up, comme on dit, parce que là il s'est vraiment montré comme un running back à la fois patient, explosif, bon à la passe, bon à la course, une bonne vision et rapide. Enfin bon, voilà, il s'est montré complet. C'est vraiment un RB1, il n'y a pas de doute, quoi. Même si on y reviendra après, peut-être qu'il va falloir y aller mollo si jamais il prolonge pas à voir. Tu parlais de Shakir, effectivement, un petit peu la révélation quand même, parce que c'est devenu votre receveur 1 de facto, 821 yards dans le slot principalement, mais avec des mains sûres. Je crois qu'il a un taux de drop un des plus faibles de la ligue, donc c'est vraiment un très bon coureur de tracé, faut se le farcir. Et puis tout ça fait que vous avez eu la meilleure attaque de l'AFC. Voilà. Ex aequo avec les Ravens, 65 touchdowns.
meilleure attaque de la SC, deuxième seulement de la ligue derrière les Lions. Quelque chose à rajouter, je sais pas, Yo ou Pierre, sur les stats clés de la saison? Sur les stats de la saison, tu as tout bien résumé. Si Pierre il veut rajouter quelque chose, il peut. Mais Pierre, moi j'aurais la question, donne-nous un point fort et un point faible de la saison qui s'est déroulée, quoi. Le point fort, ça va être la santé de la O-line. Vu qu'on est une des seules équipes qui a pu faire jouer ses 5 O-line toute la saison sans aucune blessure, sans aucun switch. L'année dernière, c'était quasiment le même aussi. Donc c'est vraiment un point très fort et en fait, on peut y remonter jusqu'à l'arrivée d'Aaron Cromer qui est revenu chez nous il y a 3 ans et qui a revitalisé tout ça. On avait l'habitude d'avoir Josh qui avait des portes de saloon devant lui au poste de garde. Maintenant, on a quelque chose de sérieux. On a pu le voir. En fait, on est l'équipe qui fait le plus de passes avec simplement 5 personnes en protection. Donc sans aide du running back, sans aide du tight end, rien du tout. Et ça montre aussi la confiance qu'a l'équipe et le quarterback dans sa ligne offensive. Donc clairement, point très très positif. Et je reviens le développement de Spencer Brown aussi, parce que on savait qu'il était bon. Donc c'est un ancien tight end qui a été converti en tackle. On savait qu'il était bon je crois que c'était en run, run block, pardon. Et là, je trouve que cette année, il s'est encore amélioré pour jouer, pas seulement être un bon tackle de passe pro, mais un bon tackle en symbiose avec son quarterback. Moi, je trouve que c'est ça qui est impressionnant. C'est qu'il sait quand lâcher son bloc, parce qu'il sent Josh Allen, il sait qu'au bout de tant de secondes, Josh Allen part en run option, ou tu vois. J'ai trouvé que ça a vachement joué avec le niveau de votre ligne offensive. L'évolution de Spencer Brown. Il est clair que Spencer Brown, qui malheureusement, en fait, pour lui, était sur une très bonne dynamique et s'est blessé et a loupé toute une off-season il y a 2 ans, ce qui a fait que ça a retardé clairement son éclosion. Et tu pointes du doigt à raison le fait qu'en tant que tackle droit, et Josh aime beaucoup sortir côté droit de sa poche, cette relation qu'ils ont tous les deux est très importante de bien savoir comment se positionner pour créer des couloirs de sortie à Josh. C'est vraiment un point très important. Je voulais juste revenir sur les stats que tu as données. Au final, la stat en nombre pur de Josh, la saison de Josh n'est pas si incroyable que ça. 3700 yards, tout ça. Enfin, il a déjà fait bien plus. D'autres quarterbacks ont fait bien plus. Mais le point vraiment important, c'est 6 interceptions seulement. Et je crois qu'il est à 2 fumbles seulement. Donc 8 turnovers au total seulement. C'est à corriger. Ça. En tout cas, il y a 2 ans, c'était à chaque fois, oui, Josh Allen est bon, mais il y avait toujours ce petit mais de se dire, d'un seul coup, il peut avoir un brain fart et puis te faire un match à 3 interceptions. Ça, il l'a corrigé depuis 1-2 ans, quoi. C'est ça. Et même ce 8 turnovers, je crois que c'est un des résultats les plus faibles depuis que ces stats-là sont pris en compte. Genre, ça le mettait à côté de Peyton Manning et compagnie, qui étaient des quarterbacks vraiment très, très sécures. Et puis, ça reste un grand bonhomme, un beau bébé. Le fait qu'il arrive à esquiver un nombre de sacs incroyable aide tout ça à l'équipe à avancer parce que si tu perds pas 12 yards, si tu n'en gagnes que 2, ça reste toujours positif. C'est clair. Ok. Et ton point faible, toi, Pierre, pour revenir sur la saison? Ça sera la défense. La défense avec beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui ont été blessés aussi. Au final, on n'a que 2 joueurs qui n'ont pas été blessés la saison dernière. C'était Greg Rousseau et Daquan Jones. Et Daquan Jones, malheureusement, depuis la blessure que j'ai malheureusement vue en live à Londres en semaine 5 il y a 1 an, il y a plus d'1 an maintenant, c'est plus le même, alors qu'il était sur un début de saison magnifique il y a 2 ans du coup, vraiment un niveau All-Pro. Je dis pas un Chris Jones, mais un niveau très très bon, quoi. Bien évidemment. Il est jamais revenu de ça après sa blessure, malheureusement. Et si on se dit qu'il y a que lui et Rousseau qui ont été capables d'être disponibles toute la saison, on voit que on a fait de briques et de broc toute la saison à remplacer à droite et à gauche. On a quand même des joueurs, des pépites en défense, mais si on veut que ça fonctionne et si on veut aider aussi l'attaque et l'équipe au complète, il faut que la défense s'améliore. Ok, très bien. On va passer à la deuxième partie. On a fait un beau retour sur la saison passée. Voilà, vous échouez encore en finale de conférence. Il y a un jour, ça passera, Pierre. Il y a un jour, ça passera. Il faut le dire. Même pourvu que ça ne soit pas contre nous, on sera sorti avant et puis voilà, on n'en parle plus et au moins, on n'aura pas de regrets. On enchaîne sur la deuxième partie. Elvin, tu mets ton costume d'avocat. Et là, Pierre, c'est au moment aussi. Pierre, il faut que tu nous trouves 3 arguments pourquoi ton équipe va surprendre cette saison, on va dire la saison prochaine, donc cette saison parce que c'est demain. Pierre, vas-y, on t'écoute, vas-y, balance. Et Elvin,
N'hésite pas, hein. C'est l'AFC, hein, merde. Avec bienveillance, toujours. Ouais, toujours, non, mais je plaisante, bien évidemment. Faut rester toujours objectif. Vas-y, Pierre. Non, le premier argument, par exemple, ça va être que globalement, tous les points forts de l'attaque qui étaient présents l'année dernière seront toujours là l'année prochaine, avec justement des petites améliorations en plus. Donc ça, déjà, premièrement, ça ne peut être qu'un point positif pour aider l'équipe à avancer l'année prochaine. La O-line reste là, Josh Allen est toujours là, Cook est toujours là, même si je sais que Elvin, tu veux en parler de la situation de l'ami Cook. Les receveurs, donc comment Shakir est toujours là. On a perdu le cadavre de Cooper, qui ça a été un épouvantail. Hein. Il n'a pas fait grand-chose, mais il a fait peur à des équipes, donc ce qui nous a permis de faire du bien à notre offense. On a récupéré des petits joueurs sympas, Elijah Moore, Curtis Samuel déjà avant. Palmer. C'est ça. Donc des petits joueurs sympas. Et là, moi, c'est un chouchou. J'espère aussi la continuité du développement de Dalton Kincaid, qui, en fait, on a appris, malheureusement, à jouer blessé l'entièreté de la saison, sous infiltration sur les genoux, PCL, tout ça. Donc, clairement, je vois l'attaque être au moins au même niveau, si ce n'est plus, avec il y aura peut-être une régression négative sur les turnovers, parce qu'il ne peut pas être parfait comme ça, comme en tous les ans, mais suffisamment bon pour que l'attaque en elle-même continue d'être efficace et d'apporter toujours cette problématique pour tout le monde. Alors, sur l'attaque, mes quelques réserves, juste par rapport à ce que tu viens de dire. Pour moi, une équipe qui ne s'améliore pas est une équipe qui peut régresser. Je dis ça dans le sens où, avant votre saison, tu l'as dit en début d'épisode, vous partiez avec des attentes un peu moindres. Une des raisons, et peut-être tu seras d'accord avec moi, c'est que vous n'avez pas un corps de receveurs qui, en tout cas sur le papier, impressionne. Et d'ailleurs, dans la saison, ça a un petit peu été le cas, puisque c'est votre slot receveur, Khalil Shakir, qui était votre receveur numéro 1 avec 800 et quelques yards. Et donc, du coup, il n'y a pas ces côtés receveur 1, voire receveur 2, un outside receveur un peu dominant. Il y a Keon Coleman qui a été drafté pour remplir un petit peu ce rôle-là, en tout cas au moins de red zone target. Mais le fait est que quelques inconstances et puis des blessures ont fait qu'il n'a pas encore exactement confirmé. Il a montré sur quelques matchs, mais il pouvait le faire, mais il n'a pas encore confirmé. Moi, ce que je vois, c'est qu'en gros, vous avez McCollins, qui était un peu votre receveur X, j'imagine. Enfin, ou en tout cas, là, pour. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Il y a McCollins, qui était votre receveur X, qui, mine de rien, a mangé beaucoup de snaps. Pas énormément de targets, mais plutôt en Z, ok. Qui a été remplacé par Palmer, du coup. Palmer jouera en X pour le coup. D'accord. Si on fait un départ, une arrivée dans un joueur qui va. J'aimerais que Elijah Moore réussisse, mais pour l'instant, il reste encore sur des espoirs par rapport à sa sortie de fac. Mais en gros, dans les joueurs qui comptent, Hollis, Palmer, tu vois. Si tu veux faire du 1 pour 1, c'est Cooper Palmer, McCollins, Coleman et Curtis Samuel et Elijah Moore qui sont toujours là en plus pour apporter inter-exter avec Shakir. Ok. Après, Coleman va prendre autant de snaps que Hollins a joué. Ok, parce que quand même, il était en termes de snaps joués, il était pas loin d'être votre receveur 1, McCollins, tu vois. Donc ça veut dire grosse attente sur Coleman, quoi. C'est ça, parce qu'il y avait aussi que McCollins, comme on adore le mec qui joue pieds nus, on est quand même conscient de ses limites, faut être raisonnable là-dessus. Il a bien été aidé pour avoir joué avec le meilleur quarterback de sa vie par rapport à ça. Après, son catch en finale de conférence, alors que McDuffie a 0 mètre de séparation, il faut le faire quand même. C'est un catch de élite, quoi. Il en fait un. Après, je dis pas qu'il a été bon toute la saison, mais des fois, il décoinçait un peu des situations, quoi. Mais effectivement, c'était pas non plus, c'était pas une légende, quoi. Les receveurs, une fois qu'ils sont à NFL, ils sont capables de faire une fois sur 10 ce catch élite aussi. Effectivement, voilà. plus t'es bon, plus ce pourcentage augmente. Mais à partir du moment où tu es en NFL, tu es capable de le faire et d'avoir ces moments de génie. Mais globalement, on aura ce rôle de X qui sera conservé par Palmer, qui est capable d'apporter de la séparation, chose qui a manqué. C'est pour ça qu'on a été chercher Cooper par rapport à ça. Shakir, lui, rien à dire, restera là-dessus. Et McCollins a beaucoup joué et a même aussi joué des snaps quasiment en tight end inline. C'est ça qui a augmenté beaucoup son nombre de snaps.
Parce qu'il y a Kincaid qui était off et qui n'est pas autant capable que lui de bloquer. Autant parce qu'on a mis... Toi, tu es optimiste sur Kincaid. Moi, j'adorais le pic à la sortie de la fac, mais force est de constater que, alors, il a été blessé sur 4 matchs. Maintenant, apparemment, il était quand même blessé. Voilà, il jouait même blessé. Ouais. Voilà, il a raté 4 matchs, mais il a plus ou moins joué blessé. Mais s'il y avait bien, moi je me disais, s'il y avait bien une année où il aurait pu vraiment assumer son rôle de tight end receveur, c'est une année où il n'y avait pas grosse compétition autour de lui, quoi. Et il termine avec 44 catch pour 448 yards et seulement 2 petits touchdowns, 75 targets malgré le nombre de courses. Donc, on imagine que son ratio target par course, par tracé couru, voilà, ça veut dire qu'il n'arrivait pas à se trouver avec Josh Allen. Est-ce que c'est lié à la blessure ou est-ce que c'est lié au fait que, parce que quand on regarde les tapes, il y a des endroits où il se trouve pas là où il devrait se trouver. Tu vois, on parlait de l'ASC, la finale conférence ASC. Bon, alors le pauvre, c'est un peu un Hail Mary ou presque, mais il doit presque, il a un espace. La zone a été créée pour se rendre là où il doit se rendre. Ouais, quoi. mais le blitz de McDuffie fait tout aussi sur le drive. Hein. Ça met Josh dans l'embarras. Et il malgré est tout, vite. Hein. Et malgré tout, Josh Allen la lance dans un endroit qui est Ah découvert oui, où non, Kincaid pourrait se rendre. oui, mais s'il est pas, si Josh n'est pas bousculé avec ce jeu-là, il la met dans les mains il la met dans les mains de Kincaid tranquillement. Hein. Il y a pas de. Et faut mais il la met presque dans les mains. Et Kincaid la drop un peu en sautant, on dira. Mais Ouais. voilà, moi c'est. Non, mais disons, dans les mains. T'es dur là. S'il faut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, c'est que le verre à moitié vide, ça pourrait être, attention, est-ce que Kincaid n'a pas du mal à s'adapter au tracé de NFL ou à connecter avec Josh Allen? C'est mon rôle d'avocat du diable. Moi, il n'y a pas de problème, hein, mais je le prends tous les jours dans un roster. Hein. Alors, moi, je vais t'apporter une stat qui va apporter et qui va être ta réponse parce qu'elle est très claire. Kincaid est le joueur qui a le plus de passes off-target de la ligue. La grosse problématique. Devant le Amaury Cooper des Browns, parce que je crois qu'il avait un truc genre 55% des passes off-target avec. C'est ça. Avec malheureusement, comment Josh n'arrive pas à connecter avec lui. Okay. C'est clairement une amélioration qu'on doit voir là-dessus. Mais je dis pas que Kincaid n'est pas responsable en partie, mais à bout d'un moment, quand les balles sont off-target, elles sont off-target. Il pourra faire ce qu'il veut. Typiquement, la dernière balle, effectivement, contre vous, c'est une balle qui est off-target, 2 par le blitz, mais c'est des exemples comme ça qui rentrent là. Est-ce que ça fera la différence? Est-ce que il deviendra aussi gros qu'il puisse l'être? C'était la meilleure saison rookie d'un tight end de toute l'histoire de la franchise. Et je crois qu'il est top 10 des rookies en NFL à ce moment-là, la saison qu'il fait. S'il n'y avait pas eu Laporta, tout le monde en aurait parlé aussi il y a 2 ans comme étant une saison rookie incroyable. Malheureusement, il y a Laporta, très bien pour lui aussi et très bien pour les Lions. Moi, j'ai clairement encore beaucoup d'espoir là-dessus. Et je pense qu'il peut apporter. Et pour revenir tout au début à ton argument de si on ne s'améliore pas, on régresse. Aujourd'hui, en fait, on apporte des options qu'on n'avait pas dans le jeu avec un Elijah Moore, avec un Palmer, avec un Coleman qui va progresser parce que c'était une saison rookie. Chez nous, on ne peut pas escompter d'avoir des rookies qui fonctionnent dès le début. On a vu un nombre de fois où des joueurs qui étaient bons, qui étaient dans la ligue, n'arrivaient même pas à mettre un pied sur le terrain parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre le playbook, à s'adapter au playbook. Donc là-dessus, effectivement, c'est une off-season qui est très importante pour Coleman et on doit le voir évoluer. Après, il sera au moins là en red zone target. C'est-à-dire que même si, parce que la critique qu'on fait de Coleman, c'est que très bonne main, mais peut-être parfois du mal à créer de la séparation. En tout cas, à la fac, c'était un peu ça et c'est un peu ce qu'on a vu. Mais au moins, dans tous les cas, ça peut devenir une red zone target meurtrière. C'est-à-dire que ça peut finir avec un gros record de touchdown. On l'a vu plusieurs fois là-dessus la saison dernière. Et il était en train de créer une connexion assez intéressante avec Josh Allen. Et malheureusement, c'est à ce moment-là qu'il s'est pété le poignet où il a été absent. Mais on était clairement sur une trajectoire vraiment positive. Je ne dis pas que ce soit un receveur 1 à ce moment-là, mais on était sur une connexion qui se faisait où il avait 2, 3 catchs par match, tous les matchs, avec 40, 50, 60 yards. Donc, on était clairement sur une dynamique très positive. Et bon, ça a manqué. Là, aujourd'hui, il a que des retours ultra positifs des coachs, que ce soit sur les mini-camps et compagnie. Moi, je suis très,
très positif là-dessus. Et il y a clairement un monde où, en fait, c'est pas en année 2, mais en année 3 qui va exploser parce que devant lui, il y a un Elijah Moore, un Curtis Samuel, un Palmer, un Shakir, un Kincaid qui prennent plus de targets. Et il explose en année 3 et pas en année 2, bah, très bien, du moment qu'il explose. Ok. Très bien. Et attaque, l'arme pour moi qui a été votre arme la plus mortelle cette saison, ça a été, que ce soit en screen ou que ce soit à la course, James Cook a été cuisiné de toutes les façons, sans jeu de mots. Donc, est-ce que ça va être le cas? Est-ce qu'il va être autant utilisé, sachant que il y a une prolongation à négocier, qu'il a dit qu'il visait, alors la saison dernière, il visait minimum 15 millions par an. On sait que tous les contrats explosent d'année en année. Tu clignes des yeux, tous les contrats ont pris 2 millions dans la gueule. Est-ce que vous allez l'utiliser autant en vous disant c'est la dernière année, on veut qu'il brille, on veut qu'il aille chercher le plus gros contrat ailleurs? Ou est-ce que vous allez vous dire on va courir en comité parce que Ray Davis, c'est ça, a quand même montré qu'il pouvait être très bon aussi. Et on sait que vous avez un très bon turn down running back aussi avec Ty Johnson. Donc, est-ce que vous allez diminuer un peu son utilisation en espérant limiter un petit peu le contrat parce que vous voulez le garder? Moi, j'ai des doutes là-dessus si ça va rester cette arme aussi prépondérante dans votre schéma offensif. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. Et je pense qu'en fait, la problématique vient que tu te bases sur des mauvaises données d'entrée. Comment Cook là-dessus, au sol, a été très bon. Par contre, la réception a été que très, très peu utilisée. Il y a eu quelques coups d'éclat, certes. Mais à côté de ça, on est l'équipe qui a le plus de PA par passe vers les running backs. Mais on est la 26e équipe en termes de volume de passes vers les running backs. Donc, après, c'est peut-être souvent plutôt des passes en screen ou des passes vers l'arrière ou des latérales pour Cook. On sait que celui qui est plutôt visé quand c'est une passe à un running back. Aucun screen game. Non. On a zéro. Tu regardes, genre, même si tu veux rigoler, regarde notre compte Bills France. À chaque fois, on fait putain, on est capable de faire une screen incroyable. Donc, pour toi, James Cook n'est pas si. Il n'éclate pas autant l'écran que ce que j'ai eu l'impression de voir. C'est ça. Et pour ajouter une autre stat là-dessus, c'est que James Cook ne joue que 52% des snaps de la saison. Ok. Comment? Parce que son plus gros problème, malheureusement, c'est qu'il n'est pas aussi compétent que les autres en termes de passe pro. Ouais. Donc c'est déjà un comité. Ce que tu es en train de dire, c'est que il termine à plus de milliards rien qu'en course, mais c'est déjà un comité selon toi, quoi. C'est ça. On a Ty Johnson qu'on a repayé, on a Ray Davis qu'on a repayé, Ray Davis qu'on a vu l'année dernière quand James Cook était off sur le match contre les Jets, qui a explosé. Je crois qu'il fait 160 yards et 2 TD ce match-là. Ouais, c'est un sophomore. C'est un sophomore, c'est-à-dire qu'il est encore dans son contrat rookie. Ouais. C'est ça, mais assez âgé quand même. Il est rentré dans la ligue assez âgé. C'est pas quelqu'un sur lequel il y aura une énorme progression, mais c'est quelqu'un qui fera partie d'un comité sans aucun problème. Je pense qu'on va voir exactement la même saison et on va souhaiter à Cook de trouver le meilleur contrat qu'il a à la fin de la saison. Aujourd'hui, 15 millions pour un running back, c'est pas possible. Après, la vraie question, et ça c'est globalement un discours commun, c'est faut plus parler en montant, vu que les montants ne sont pas comparables avec les évolutions d'année en année. Même pas en année garantie, il faut parler en pourcentage de cap. C'est ça la vraie valeur qui montre quelle est l'implication que tu donnes à un joueur dans ton cap par rapport à ça. Et aujourd'hui, James Cook, c'est pas Derrick Henry. Derrick Henry, il a beau avoir je ne sais combien d'années de plus. Derrick Henry joue 80% des snaps quasiment pour les Ravens et il est là, il est dominant. James Cook a été un slasher pour nous, a été capable de terminer des actions, a été capable d'avoir ce home run ability qu'il a, qu'on pourra, j'espère, retrouver chez un Trevion Henderson chez les Patriots, qui sera contre nous, mais qui a un profil que je stime similaire. Moi, je pense qu'on ne le re-signera pas. Après ça, on va attendre que le training camp commence dans 2 semaines et on va voir James Cook re-signe et j'aurai l'air bien cool. Mais à 15 millions flat la saison sur 3-4 ans, pour moi, c'est non, de par les autres re-signatures qu'on a à faire aussi dans le futur, parce que si tu investis l'argent là, tu peux pas le faire ailleurs.
Mais comment c'est pas impossible que il y ait peut-être quelque chose de négociable qui se fasse, qui soit plus faible. Un 10 millions la saison, comment moi ça me va très bien, avec en plus le cap qui va continuer à monter, ce qui va faire baisser du coup le pourcentage de cap alloué au running back. S'il veut faire un 10 millions la saison sur 3 ans avec des bonus en fonction de certaines réussites, s'il passe les milliards, s'il passe les 13 Ouais, il y a des choses à faire. T'as des voyeurs, voilà, ça dépend un peu de combien de cash aussi les propriétaires sont prêts à dépenser. Est-ce que tu as d'autres arguments à nous avancer sur pourquoi, voilà, pourquoi vous allez gagner, pourquoi vous allez gagner? La défense peut pas être pire. Non, mais on a vu et on en parlera sur la partie FA, draft, tout ça, comment il y a eu un gros focus de mise sur la défense, avec comment je crois que sur 8 ou 9 picks, je crois qu'il n'y en a que 2 qui sont en attaque, tout le reste est en défense. La free agency, pareil, il y a les 3/4 des picks sont en défense. Et c'est pas fini, honnêtement. Je pense que l'année prochaine, ça sera encore draft et FA très draft défense oriented. Comment on a quelques bons joueurs, mais il nous manque du monde autour. Là aujourd'hui, comment on est mieux. Comment je dis pas qu'on sera tout de suite mieux, mais on est dans une bonne direction de manière à pouvoir apporter quelque chose sur le long terme et quelque chose de clean globalement sur la défense. C'est une défense qui vise les big plays plus qu'autre chose, ce qui est dangereux, mais qui fait quand même ses preuves. Comment parfois tu peux avoir l'impression de te faire rouler dessus petit à petit. Death by Tyson Peppercut, comme on dit, la mort par les milliers de petites coupures. Ouais. Mais au final, si tu arrives à faire comme le bambou, bend but don't break, tu fais le petit peanut punch pour faire le fumble juste sur tes 1 yard. Au final, que tu l'aies fait sur tes 1 yard ou sur les 10 yards de l'adversaire, au final, tu as récupéré la balle et l'adversaire n'a pas mis de points. Et c'est ça le plus important. Alors, sur la défense, du coup, moi, mon contre-argument là-dessus, ce serait que les points faibles que j'avais observés sur votre défense, je me pose la question, est-ce que vous avez vraiment drafté pour y remédier? Parce que moi, un des points faibles que j'avais vu, c'était votre défense à la course. Donc, vous avez bien sûr drafté un très bon defensive tackle. Moi, je le vois plutôt comme un 3-tech. Daquan Jones, on sait qu'il peut quand même bien prendre des espaces aussi. Est-ce que pour toi, vous avez amélioré votre défense à la course? Moi, j'ai pas l'impression que ça a été le cas, en tout cas par les signatures de off-season. Mais peut-être tu vas me dire le contraire. Et puis, je trouve que vos cornerbacks, vos outside cornerbacks, vous êtes toujours, en fait, ça manque de profondeur. Enfin, rendons-nous compte, la saison dernière, vous étiez à une blessure de faire jouer Kairie Lam et c'est compliqué, quoi, quand tu le fais jouer surtout si tu le mets en zone. Bon, lui, il est plus là, on lui souhaite le meilleur. Mais du coup, c'est Benford et un rookie et qui votre deuxième outside cornerback. Donc moi, c'est ces 2 points d'interrogation sur votre défense qui me font dire attention, est-ce que ça va tenir? Du coup, pour commencer sur la partie run-stop, qui statistiquement est effectivement l'endroit où on est le pire, mais qui vient aussi de la stratégie de jouer quasiment exclusivement en nickel. Je crois qu'on est à 88% de jeu en nickel, ce qui amène à te faire courir dessus. Comment avec des choix aussi de vraiment secure de top, donc de ne pas se faire prendre par des grosses passes dans le dos, ce qui, encore une fois, recule du monde de la ligne. Et donc, forcément, si tu as des jumbo packages en face, c'est plus compliqué quand tu es 10 contre 7 de bien bloquer tous les trous. Comment ça, c'est des problématiques qui sont pas liées aux joueurs, mais qui sont liées au système. Et ça, c'est des choix volontaires de l'équipe et on ne pourra pas faire grand-chose là-dessus. Pourquoi j'amène là-dessus? C'est parce que là aussi, comment le poste de one tech, donc qui est le defensive tackle, qui est le plus proche d'un nose, si on veut dire. Un peu, quoi, ouais. C'est ça. Comment moi, dans mon monde idéal de football américain, effectivement, je te mets un gros bébé qui fait 140 kg, 2 mètres et qui bloque les 2 gaps, les 2 A-gaps d'un seul coup tout seul. Et comme ça, on dit non, vous ne passerez pas là. Mais c'est pas la volonté, la méthode de fonctionnement. Comment il y a beaucoup de D-line qui fonctionnent avec 2 D-tackles qui gèrent et comment les DN qui, eux, pénètrent. Et nous, au final, on est une équipe qui fonctionne un peu en sens inverse avec les 2 D-tackles qui pénètrent et les 2 DN qui gèrent de manière à pouvoir à contain un peu. C'est ça.
Et aujourd'hui, là-dessus, on a Ed Oliver qui est correct contre le run et qui est très bon dans le pass rush, dans le fait de pénétrer. TJ Sanders qu'on a drafté, pareil, qui est très très bon pénétrateur, un peu moins bon contre le run, mais même si je pense qu'il va faire un peu de 1 et de 3, même si une majorité de 3. On a récupéré Deontay Walker aussi, qui est dans ce genre gros bébé, mais qui lui bouge comme un 3-tech. Lui, je pense qu'on ne le verra pas cette année, ou alors très peu, mais c'est plus un pic pour l'avenir, pour dans 2 ans, voire dans 3 ans. Daquan Jones servira encore. On verra ce qu'il en est. Et à côté de ça, on a toujours Greg Rousseau, qui est un incroyable mec contre la course. Joey Bosa. Vous l'avez même pour plusieurs années, vous l'avez re-signé. Ah oui, on l'a re-signé, mais je veux dire, il est toujours là, il apporte toujours ça. Joey Bosa, qui n'est pas non plus le dernier des idiots quand il s'agit de jouer contre la course. Il est surtout connu pour son... Ouais. C'est ça, mais il sera là, il sera utilisé avec parcimonie, il jouera 40-50% des snaps dans la saison régulière pour être vraiment là quand ça sera important. On a recruté Michael Hoyt aussi, des Rams, qui est capable d'être un peu cette pièce manquante de l'échiquier par rapport à tout ça, parce qu'il est capable de jouer ou linebacker ou Sam, quasiment il a joué même des reps dans le slot, alors que c'est un linebacker. Il peut jouer D-end aussi, ça peut être un peu cette pièce d'échec qui va permettre justement de jouer en tant que defensive coordinator. Je dis pas. Et Landon Jackson qui fait un peu tout bien aussi. Alors c'est un rookie, mais Landon Jackson qui est à la fois bon quand même en contain et un bon pass rusher, quoi. Tout à fait. Et qui est notre troisième pick de la draft. Donc sur le coup, on montre qu'on a de l'intérêt pour lui et de le faire jouer. Donc je dis pas que dès demain, dès la saison prochaine, on sera top 10 des meilleures équipes contre le run. Mais clairement, on a fait les choses de manière à être meilleur contre ça. Et sur les cornerbacks, du coup, en particulier outside cornerbacks, parce qu'il n'y a pas de problème avec votre corner. C'est ça, en soi, tu vois, pendant très longtemps, j'aurais eu tendance à dire que c'était même sur le inside cornerback qu'on était plus en difficulté, parce qu'une fois que Tyron Johnson est blessé, qu'est-ce qu'on fait là-dessus, c'était très difficile, sachant que Taron Johnson a un rôle très important pour les Bills. Il joue souvent 3e linebacker quasiment, et pour un slot cornerback d'être capable d'aussi bien plaquer et tout, c'est impressionnant. Mais là, on a drafté Jordan Hancock slot corner, outside corner, safety, d'Ohio State, qui a une assurance, qui pour moi sera son héritier. Et donc pour revenir du coup sur les outside corners, malheureusement il y a eu pas mal de pets là-dessus la fin de saison, ce qui nous a amené à faire jouer l'ami Kaiir Elam, qui j'espère qu'il sera bon à Dallas, parce que c'est un petit gars que j'adore, qui malheureusement ça n'a pas fonctionné chez nous. Mais là-dessus du coup on se retrouve avec un fonctionnement avec Ben Ford qui est top 5, top 10 corner qui est toujours là, donc lui on est bon. On a Maxwell Hairston, du coup, qui est le rookie, premier first round. On a Tredavious White qui vient. Avec une petite accusation. Pour une fois que ça tombe chez vous et pas chez nous. Ouais, c'est vrai que Bataille Isa, il est chez vous. Exact, il est revenu chez nous, du coup. Ouais. C'est ça. Là-dessus, il y a. Ça pue le fake un peu, ouais. Je mettrai pas en doute une parole là-dessus, mais parce qu'on croit les victimes toujours. Fuck Kobe, fuck Big Ben, fuck tout ça. Hein. Là-dessus, par contre, sur ce que je sais, c'est que les accusations datent de 2021, elles étaient déjà connues. Donc je sais pas pourquoi elles sont ressorties il y a 2 semaines là, donc on l'enregistre nous début juillet là. Allez, mauvaise langue, peut-être parce qu'il vient de signer son contrat, j'en sais rien, et que au civil c'est proportionnel à ce que tu gagnes. Mais non, je veux pas faire ma mauvaise langue, comme tu as dit, on croit les victimes. Mais bon, c'est ça. Vous avez fait vos recherches là-dessus, donc ça devrait. Ce que je peux dire, c'est que là-dessus, ça a été évoqué dès avant au niveau du combine, comment Bin en a parlé plusieurs fois, comment il y avait eu des articles par rapport à ça. Comment tout le monde il a fait un polygraphe, tout ça. Enfin, je dis pas que le polygraphe est pas loupable ou quoi que ce soit, mais bon, il y a eu du travail qui a été fait et sur lequel il semblerait que pour les Bills, il n'y ait rien de concret derrière ces accusations. Je ne me prononce pas comme je l'ai dit, mais en tout cas, j'ai l'impression que les Bills ont fait le travail pour s'assurer qu'on ne se retrouve pas avec une situation à la Mata Isa comme il y a 2-3 ans. Bah oui, non, là, ce serait avec un first round pick, ce serait pas la même mayonnaise quand même. Moi, j'ai un dernier truc avant qu'on passe à la prochaine section. Faut avancer un peu plus vite, Elvin. Ouais, dernier truc. On y va. Et après, on passe à la dernière. Mais ça va te plaire.
Justement, pourquoi est-ce que vous allez peut-être encore vous arrêter en playoffs? Est-ce que les Chiefs ne sont pas la kryptonite de McDermott? Est-ce que toutes ces saisons qui se ressemblent à chaque fois, ça commence pas à le peser derrière, hein, tu vois, quand il prépare son match, quand il doit s'adapter en cours de match, on pense à cette finale d'AFC dont on parlait, mais le fait que le mec il continue de tenter le touche-push alors qu'il est arrêté une fois, il est arrêté deux fois, il est arrêté trois fois, ouais, t'as autre chose à faire. T'as un jeu de course qui marche bien, t'as un Josh Allen qui est capable de courir autrement que sur un touche-push, t'as d'autres trucs à faire et il reste obstiné. Est-ce que finalement il ne perd pas un peu ses armes face aux Chiefs? Est-ce qu'il n'y a pas un poids psychologique de l'histoire? Moi, c'est ça le dernier, voilà, le dernier petit grain de sel dans la machine que je voulais ajouter. Alors, ma réponse sera toute simple, ça sera non. Et s'il faut rentrer dans le détail, on n'a qu'à regarder l'historique, comment effectivement, la première fois qu'on arrive, qu'on revient en finale de conférence depuis des années, comment c'était en 2020, et là où on prend une petite branlée contre vous, où là on était vraiment pas invité. Derrière, je crois qu'on gagne en saison régulière, on perd le match 13 secondes. Là-dessus, malheureusement, c'est la défense qui était d'un autre temps, qui a totalement changé. Je ne sais même pas s'il reste un joueur, il y a peut-être juste Milano, Milano, je pense. Ed Oliver aussi, qui était déjà là. Ouais. Mais globalement, ça va être tout. Enfin, Tredavious White qui est revenu. Enfin, bref. Donc, il y a quasiment plus personne. Même le defensive coordinator n'est plus là. Il reste juste McDermott. Ensuite, la saison d'après, en playoff, on ne perd pas contre vous. Mais en saison régulière, on vous bat. L'année dernière, en saison régulière, on vous bat à nouveau. Avec plusieurs fois où on montre aussi être capable de bien vous bloquer, d'être capable d'apporter un jeu qui vous gêne. Et on perd sur des petites choses au final sur ce match l'année dernière. Globalement, l'écart entre nos équipes n'est pas aussi grand que le bilan ne voudrait le laisser le signifier. Je pense pas qu'il y ait vraiment d'impact. Et après, sur le fait d'être bloqué par quelque chose ou quoi, il faut aussi prendre en compte que y a aussi les coordos qui font leur choix. Là-dessus, je sais que le touche-push, c'est Joe Brady. Comment McDermott, lui, a été vocal par rapport à ça. Il faisait partie de ceux qui voulaient annuler le touche-push, qui voulaient le retirer. Quand bien même Josh Allen, lui, est plutôt positif par rapport à ça, parce qu'il veut pouvoir utiliser son gros gabarit par rapport à ça. En soi, globalement, moi, un avis, c'est qu'on faisait déjà des sneaks avant. Je sais pas pourquoi maintenant il y a toute une hype autour du touche-push. Il y avait déjà des sneaks avant. Josh réussissait déjà beaucoup de sneaks avant. Maintenant, il y a quelques petites slight modifications autour de ça. Mais bon, globalement, on continuera de faire des sneaks. Si c'est juste de faire s'assurer qu'il n'y ait personne derrière le quarterback à le pousser, ça ne va pas changer grand-chose par rapport, que ce soit pour les Eagles, que ce soit pour nous, ou même les Commanders en font beaucoup aussi, avec Jayden Daniels. Mais donc, non, pour moi, il n'y a pas de point par rapport au de psychologie. Au contraire, le fait de réussir à vous battre en saison régulière, on montre qu'on est capable de vous battre. Après, l'important, au final, aujourd'hui, dans la NFL, c'est plus d'être capable de faire 60 plays bien au niveau de la saison, c'est d'être bon sur les 5 plays qui vont définir les moments clés. Et là, aujourd'hui, 5 plays, ton échantillon est tellement faible qu'il suffit que tu aies quelqu'un qui ait une demi-seconde de retard. Et voilà. Et donc ça, malheureusement, on peut que tout faire pour que ce soit vous qui ayez ces 5 secondes de retard et pas rendez-vous en finale AFC, on espère. Alors, Yo, tu veux qu'on avance? Oui, on avance. Pierre, c'était très bien, c'était complet. Hein. Merci encore, Pierre, pour toutes tes réponses. Pierre, le facteur X en 2 mots de la prochaine saison. Josh Allen. Ok, ça je m'en doutais. Attends. J'en doutais. En 3 mots, si on devait donner son middle name, parce que tu sais, le middle name, généralement, vient de ton papa. C'est quoi son middle name à Josh Allen? Josh MVP Allen. Je laisserai les gens aller faire la recherche. Ok. C'est le moment des questions. Elvin, vas-y. Il faut faire rapide. Alors, un petit quiz. Un petit quiz trivia, mais je pense que ça va pas te poser de problème. Voilà. Est-ce que connais-tu, Pierre Bills France, connais-tu bien ta franchise? Première question. Attention. De quelle université Josh Allen est-il issu? Wyoming.
Wyoming, absolument. Le petit Josh a eu du mal à trouver une fac de grands, voilà, des top. Wyoming, ça joue quand même en première division. Oui, mais il aurait mérité d'être. Il aurait mérité d'être. Il parle du Congo, ça a été dur pour lui. Ouais, non, il a eu un parcours assez compliqué finalement. Il finit par être drafté au premier tour, pick 7, en 2018. Donc très bien. Un point. Deuxième question. Indice chez vous. Alors, quel ancien running back légendaire des Bills dans les années 70 s'est retrouvé au centre de l'affaire du siècle 2 décennies plus tard? Je crois que tu parles de la personne qu'on appelle O.J. Simpson. O.J. Simpson, absolument. Donc, on se rappelle des séances de tribunal ultra médiatiques, des scènes de course-poursuite interminables. Historique, le Ford Bronco. Oui, et bien sûr, suite au double meurtre de son ex-femme. Et de son compagnon, le nouveau compagnon. Et puis, on connaît bien sûr l'avocat célèbre de O.J. Simpson, le papa de Kim Kardashian. Très bonne docu-série Arte qui est sortie sur cette affaire-là, O.J. Simpson, que je vous conseille à tous. Et comment si je peux rajouter, malheureusement, c'est quelqu'un qui n'est pas condamné, mais qui a fait de très mauvaises choses, et je me limiterai ça pour ne pas être diffamant. Mais par contre, quel joueur c'était? Il a encore des records quand tu prends certains angles de vue, genre parce que il y avait moins de matchs aussi à l'époque. Mais si tu extrapoles sur le nombre de matchs et tout, il est encore tout en haut de beaucoup de records. C'est assez impressionnant. C'était une star. C'est pour ça que l'affaire a eu aussi une telle résonance, parce que c'était vraiment un joueur générationnel. Des stats de fou, que ce soit en college football ou en NFL, quoi. Après, nous, on l'a pas connu. Il n'y a que Joe qui était vivant à ce moment-là. Allez, on enchaîne. Prochaine question. Allez, enchaîne. Donc, 2 sur 2. Troisième question. Tu vas y répondre, je pense. Quel record concernant le Super Bowl la franchise des Buffalo Bills détient-elle? Le plus grand nombre de défaites d'affilée, malheureusement. Exactement. Voilà. Et tu peux nous dire combien? 4. 4 entre 91 et 94. Donc, on se souvient, ça s'est joué à un field goal raté. Ça s'est joué à, voilà. Je crois que c'est 2 fois les Giants, une fois Dallas et le 4e, je ne sais plus. C'est Lashkumun. Alors, donc 3 sur 3. 4e question, c'est un vrai-faux. Vrai ou faux? Les Bills sont la seule franchise de l'État de New York. C'est vrai. C'est vrai. Absolument, c'est vrai, puisque le MetLife Stadium, que les Jets et les Giants se partagent, se trouve à East Rutherford, dans le New Jersey. Alors que le Highmark Stadium, et à venir le New Highmark Stadium, ou le Pit, puisque pour l'instant c'est un trou où se jettent les fans, se trouve à Orchard Park, dans l'État de New York. Donc, même si on a 2 équipes de franchises NFL qui se disent être de New York, leur stade est basé dans le New Jersey et les Bills sont la seule franchise qui est vraiment basée dans l'État de New York. On est sur un 4 sur 4, attention. Alors, pour le perfect. Comment c'est plus The Pit, c'est bon, a bien été rebouché. On a déjà des premières images de l'entrée des joueurs. Comment tout ça? J'ai adoré cette légende là, des joueurs qui se jetaient tant qu'ils gagnaient. Enfin, c'était incroyable. En même temps, la problématique de l'alcool et de Buffalo, bon, c'est pas nouveau. Oui, ça on connaît un peu la démographie du nord de l'État de New York, effectivement. Dernière question pour tenter le perfect. 5e question. Josh Allen est devenu le 4e joueur de l'histoire à réaliser une prouesse cette saison. Mais quelle est-elle? Si c'est avoir un touchdown à la passe, un touchdown à la réception et un touchdown à la course. Exactement. Ne serait-ce que le fait d'avoir un touchdown, en fait d'avoir à la fois passé un TD et de l'avoir réceptionné sur la même action, ça n'a été fait que par 3 autres joueurs dans l'histoire de la NFL. Donc c'était le 31 novembre, il me semble, ou 1er décembre, à vérifier en fonction des fuseaux horaires. Match contre les 49ers, il reste 5 minutes 58 dans le 3e quart-temps, déjà une avance confortable au score, et Josh Allen tente une petite passe courte à Amari Cooper, peut-être sa seule belle action de la saison, qui, sur le côté gauche, qui est entouré de défenseurs, lui redonne la balle dans une passe latérale. Josh Allen court ensuite dans la end zone. Au box score, il se retrouve avec 0 target, 0 réception, 7 yards et un TD. Bravo Josh Allen. Parfait.
Parfait, 5 sur Pierre. 5. 5 sur 5. Je les avais aussi. Je les avais aussi sans vouloir. Mais j'étais content de savoir. Ça m'aide à travailler un peu mon histoire NFL. Pierre, on y va, on enchaîne. Donne-nous ta prédiction pour la prochaine saison. Et après, je donnerai le calendrier. Donc, ta prédiction et jusqu'à où vous allez aller. Allez, Pierre. Super Bowl. Ok. Ok. Non, et pour le record, je pense qu'on sera entre 12-5 et 14-3. Comment par rapport à ça, on a un calendrier qui est positif avec tous les gros à la maison, mais beaucoup de gros quand même dans le calendrier. Je vais les citer après, ouais. Quand bien même tu vas les citer, ça c'est la petite info inutile sur lequel on est favori de tous les matchs parce qu'on joue en fait les gros à domicile et donc vous savez il y a toujours le petit bonus domicile par rapport au scoring, par rapport à ça sur qui est favori, qui est machin. Et comment à l'extérieur on joue la NFC South, donc voilà. C'est la petite anecdote inutile. Ok. D'accord, donc je vais donner tout de suite le calendrier des Baltimore Ravens et après on enchaînera sur la dernière chronique. Donc Pierre, Alors, vous allez les recevoir Baltimore Ravens, c'est sûr? Vous allez des Bills, pardon, parce que je disais que vous alliez jouer contre les Baltimore Ravens votre premier match. Ensuite, vous allez chez les Jets. Tu vas recevoir Miami, Pierre. Tu n'iras pas au soleil en début de saison. Tu seras bien. Vous serez chez vous pour recevoir les Miami Dolphins, les New Orleans Saints. Ensuite, les New England Patriots. Vous allez à Atlanta. Ensuite, c'est la bye week. Vous repartez à Carolina. Vous recevez Kansas City. Vous allez aux Dolphins. Vous recevez Tampa Bay, vous allez à Houston, vous allez à Pittsburgh, vous recevez les Cincinnati Bengals, vous recevez les New England Patriots, vous allez à New England, vous allez chez les Cleveland Browns et vous finirez par 2 matchs à domicile. Vous recevez les Philadelphia Eagles et vous finirez avec vos bons amis des New York Jets. Pierre, donc tu nous as annoncé un bon bilan. Je suis plutôt d'accord avec ça. Et je suis plutôt, moi, je pense, 13-4, 14-3, ça me paraît cohérent avec ce calendrier. Pareil, un 13-4 solide, ouais. Ça me paraît cohérent. Jouer la titre de division aussi, ça me paraît cohérent. On verra. Et pour la dernière chronique, Pierre, donc c'est l'invité qui prend le rôle de GM. Donc Pierre, c'est au moment. Oui, les chroniques sont exprès dans des sens inversés. Ça fait exprès. Ça donne un fil conducteur toujours à l'émission. Pierre, vas-y, tu prends donc ton rôle de GM. Qu'est-ce que tu aurais fait pendant la free agency, la draft, et qu'est-ce que tu ferais pour ton training camp, Pierre? Qu'est-ce que tu mettrais en place? Les points vraiment discutables qui ont eu cet été, c'est que malheureusement, on a recruté 2 personnes qui sont suspendues pour cause de, voilà. j'allais dire d'utilisation d'EPO, mais c'est PED, Performance Enhancement Drugs. Il semblerait qu'il se soit fait avoir de ne pas avoir contrôlé, que c'était des petits trucs, genre dans bon, bref. Globalement, c'est juste des petits trucs. Au final, tu prends plus cher. Pour avoir pris ça que pour avoir créé des accidents de voiture. Coucou les Chiefs. Pour l'instant, il n'y a rien qui est prouvé. Il y a une vidéo. Il y a une vidéo, il s'est barré, mais il n'y a rien de prouvé. Non, c'est clair. Non, mais on en rigole, on connaît toujours les problématiques de la NFL par rapport à ça. C'est pas que côté Chiefs, on aime bien se taquiner avec les amis. Non, globalement, là-dessus, j'aime beaucoup les joueurs. Michael Hoyt, de toute manière, est signé pour 3 ans, même si au final, c'est des contrats qui, si au bout d'1 an, ça fonctionne pas, il y a moyen que ça dégage, parce que c'est bien construit là-dessus. Une porte de sortie. C'est ça. Il y a le deuxième sur lequel lui, c'est qu'un contrat d'1 an, donc au final, on va le faire jouer que 12 matchs, 11 matchs même du coup, 10 matchs du coup vu qu'il y a la bye, vu qu'il revient juste après la bye. Bon, ça c'est à la limite c'est les choix et je pense qu'il y avait d'autres D-tackles, sachant que c'est encore une fois plus un 3-tech qu'autre chose. Le D-tackle dont j'ai perdu le nom là tout de suite, je sais pas si l'un de vous l'a, mais l'ancien des Steelers et des Browns. Celui que vous avez signé. Ouais, Ogunjobi, ouais. Voilà, je viens de le retrouver dans la tête. Donc ça, c'est les points vraiment négatifs. On voulait aller chercher d'apporter autre chose en tant que receveur. Palmer était mon choix favori. Il a été cherché par Brandon Beane. Très bien. Globalement, Et vous le payez. On le paye très bien payé. On le paye 10 millions la saison, ce qui est ce qui le rend... 15, 14
14 Non, millions. au final, c'est 10 millions, la réalité. Ok. Tu sais bien comment c'est. Avec les bonus. Et puis même entre le chiffre annoncé initialement et la réalité, c'est toujours plus faible. Il faut toujours faire plaisir aux agents et aux joueurs lors de Bien l'annonce sûr. par Schefter et compagnie. Faut toujours là-dessus. Donc ça, c'est très très bien. Par contre, je suis désolé, mais je vais être très très positif avec mon JM, c'est qu'il a fait 4 signatures aussi, Shakir, Rousseau, Benford et Bernard, à chaque fois avec des tarifs qui sont incroyables. Pierre, attends, je te coupe. C'est toi le GM là, c'est toi qui fais les choix. Hein. Mais je donc il fait les bonnes choses là. Je suis totalement aligné avec ça. D'accord. Là-dessus, les re-signatures. Tu les signes en avance, comme ça tu évites l'inflation. C'est très bien joué. Hein. C'est ça, c'est magnifique. Il fallait re-signer Josh aussi pour le remettre un peu à l'équilibre par rapport au fonctionnement, comme ce qui a été fait avec Patrick l'année dernière, où ça cut des années, ça lui remet des années. Enfin, c'est des petits micmouks financiers. Il fallait le faire parce qu'il le mérite, surtout d'autant plus avec ça. Après, est-ce qu'il en a besoin avec sa femme qui est actrice à Hollywood? Bon, félicitations encore à l'ami pour son mariage. Hein. Exact, félicitations. Hailey Steinfeld, ouais. C'est ça, bien joué Josh. Mais globalement là-dessus, c'est l'AFA par rapport à ça. Est-ce que j'aurais été chercher Joey Bossa? Je pense que non. Ça, c'est là la différence que je vais faire peut-être avec Brandon Bean. Mais justement, c'est ça la problématique, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Mais du coup, ce qui aurait influé différemment sur ma draft, j'aurais voulu, nous, on a espéré pendant des années que ce soit Crosby, que ce soit Garrett, que ce soit Trey Hendrickson. Je dis des années, pendant des semaines plutôt, pour être plus dans la timeline. Nous, c'est vraiment ce qu'on souhaitait faire. On était prêt à lâcher des pics et tout pour aller faire ça. Autant Garrett, ça aurait probablement été cher, et de facto Crosby aussi. Autant Trey Hendrickson, j'aurais vraiment fait en sorte, lâcher TDD2 de cette année plus TDD2 de l'année prochaine. Je suis pas sûr qu'il soit fermé à l'idée, Trey Hendrickson, si jamais vous vouliez retourner. Mais en fait, c'est juste qu'il y a eu tellement de non par rapport à ça sur les Bengals que finalement, tu es obligé de construire ton effectif d'une autre manière. Sur la draft, les choix des postes je suis aligné avec ça. J'aurais pas choisi les mêmes, mais qui suis-je à part un débile de français qui regarde la moitié du temps un petit peu de NCAA et qui a pas regardé et étudié autant les joueurs. Je ne vois pas de mauvais pics faits par Brandon Bean ou des joueurs sur lesquels je me dis mais je comprends vraiment pas du tout pourquoi. Après il y a des quand c'est du. Tu aurais pris un autre CB. T'avais un CB que t'avais en tête là où vu comment t'as vu que le board tombait si tu te rappelles un peu du board à la draft. Totalement. Will Johnson, on en rêvait tous. Tu pouvais même le prendre 3 tours plus tard, il était encore là. C'est ça. Après, apparemment, le mec a un historique médical comme mon grand-père. C'est Head, Shoulder, Knees and Toes comme la chanson, lui. Ouais. J'espère pour les Cardinals que ça se passera bien et pour ce gars-là, parce qu'on souhaite toujours le positif pour les gens. Hein. Mais du coup, si on est passé dessus plusieurs fois sans le sélectionner, c'est qu'il y a des red flags. Et là-dessus, je fais confiance au travail de l'équipe médicale aussi. Dans les plus probables, moi j'avais Trey Amos devant Maxwell Hairston. De par le travail capable de faire en zone, d'être un peu meilleur plaqueur, tout ça. Mais je pense que c'est une histoire de plafond et plancher, où le plancher probablement de Amos est plus haut, mais le plafond de Hairston est lui beaucoup plus haut. Parce que quand teach speed, comme on dit, comme Worthy, c'est ce genre de vitesse, ça ne s'apprend pas. Ça se travaille un peu, mais c'est un peu tu l'as ou tu l'as pas. Donc là-dessus, très content. Pareil sur le D-tackle. Je voulais vraiment un D-tackle. TJ Sanders, c'est pas le choix que je voulais parce que comme on l'a évoqué, moi je voulais un gros bébé en poste de one tech. Alfred Collins, un mec comme ça. C'est ça. J'avais quelques doutes sur Collins de par le fonctionnement et le rôle. Qui jouait beaucoup plus sur le 3-4 et tout, mais clairement ce type de joueur beaucoup plus massif, beaucoup plus capable de tout gap. Donc c'est surtout là-dessus, mais pareil après Edge et après en Day 3 il nous a fait que des value picks, Dione Walker, un bon tight end 3, Jordan Hancock, Dorian Strong, on n'avait pas fini sur les outside corners, mais là-dessus maintenant on a Benford, Hairston, Dorian Strong, Tredavious White, Dane Jackson. On a 5 joueurs qui sont capables de jouer en NFL selon moi.
Je pense qu'il y en a un qui va pas Trey White, je sais pas s'il va beaucoup jouer. Je pense qu'il sera plus presque coach que joueur vraiment, mais ça a une valeur. Ça a une valeur. Mais... Et tu viendras au Super Bowl cette année encore, on est d'accord, Elvin? ça dépend de l'issue. Non, mais je te parie une bière que Trey White est titulaire semaine 1. Fin de saison, je pense que Hairston est titu, hormis blessure évidemment, hein, mais ça on est d'accord. Mais je pense que Tredavious White sera le titu semaine 1 pour faire monter en compétence l'ami Hairston tranquillement et ne pas lui mettre trop de pression directement. Après, je ne dis pas que c'est le Tredavious White des grandes années, loin de là. Non. Mais aujourd'hui, du coup, c'est aussi pas mal de choses très positives de la part de Brandon Beane, c'est qu'on est venu à la draft, au final, on avait calfeutré déjà la majorité des needs et on pouvait faire du value pick à peu près partout, ce qu'on a fait. Et désolé si je ne peux pas faire Pierre le GM, mais parce que Brandon Beane, le GM, il fait déjà beaucoup de choses très très bien sur lesquelles je suis totalement aligné. Bon, très bien, c'est parfait, Pierre. Vous aurez plus de choix quand vous ferez toutes les équipes un peu déficientes là. Ouais, c'est ça. Parfait, Pierre, parfait. On va conclure cet épisode, cette première preview. Merci, Pierre, à toi. Donc, Pierre, on peut te retrouver sur X avec le compte Bills France, @BillsFrance. Bills_France. Voilà, j'arrive jamais à le dire. Et sur le podcast Big Baller Bills, voilà, qui est sur toutes les plateformes de podcast. À l'écoute. Donc, Pierre, moi, tu sais que c'est toujours un plaisir de te recevoir dans l'émission. Donc, tu es le bienvenu, la porte est grande ouverte. Tu peux revenir quand tu veux dans la saison, bien évidemment. Et on va conclure là-dessus. Merci Elvin d'avoir joué l'avocat. Merci Pierre. Merci à vous, c'était bien fait. Merci à toi Pierre d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invite. Et bonne saison à toi Pierre. Et de toute façon, Pierre, on n'a pas fini d'échanger encore ensemble cette saison. Tout à fait, tout à fait. Merci à tous pour l'invite. Bonne saison à tous. Ciao, bonne bye. Go Bills. Et que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Ciao tout le monde.